Race de break vous est présenté par Nokian Tires. Ça y est, on est là. Épisode 16. Bienvenue tout le monde. 16 ou 17, Richard. Ça va tellement vite dans notre compagnie. J'en ai oublié ça un en passant. Hey, bienvenue tout le monde. On est content de vous savoir là. Avec Pat Denis, Carl Nadeau, Richard Turcotte. On vous retrouve. Puis, Carl, je sais pas pour toi, là, mais j'ai l'impression que celui qui a bougé le plus entre deux épisodes, c'est Pat Denis. Pat, c'est rare qu'il reste en place bien longtemps. Ouais. C'est à cause de mes maux de dos, je vieillis. J'ai de la misère à rester sur ma chaise trop longtemps. Ben oui, fait que tu prends l'avion pendant 8 heures. Ça, c'est ce que je fasse, les gars. L'altitude, c'est bon. C'est bon pour moi, ouais, ça te détend les lombaires. Puis le portefeuille aussi, parce que tu as fait des transactions importantes. En tout cas, je sais pas des transactions, mais une qui était assez significative, effectivement. Ouais. Historique, on pourrait quasiment dire. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. OK, fait que ça, on est en train de vous titiller pour vous dire qu'on va en parler tantôt, évidemment. Puis tu es allé aussi au Grand Prix des États-Unis. J'allais au Grand Prix de Formule 1 sur le circuit des Amériques à Austin, Texas, et c'était incroyable. Bon, ça part bien quand même. Carl, parle-nous de notre invité qui est un invité de marque aujourd'hui. Vraiment un invité de marque. Puis ce qui est triste, c'est que c'est des gens qui sont extrêmement connus des fois ailleurs. Et au Québec, malheureusement, ou heureusement, beaucoup de gens vont le découvrir pour la première fois. C'est quelqu'un qui fait du drag, mais on n'est pas dans le Honda Civic là, qui fait 17 secondes sur le quart de mille. On parle de 4500 chevaux pour une machine, 12 000 pour une autre. Hey, 12 000 chevaux. Là. Prenez juste 2 secondes pour penser à ça. La seule affaire que je pense qui existe à 12 000 HP, c'est un moteur d'avion. Ouais, c'est absolument monstrueux comme machine. Et Dan Mercier est ici, au Québec, chez nous. Donc, on est vraiment heureux là, de le faire découvrir. Ouais. C'est quelqu'un de profondément intéressant. Et, contrairement à beaucoup de pilotes qui roulent à ce niveau-là, il n'y a pas des ingénieurs qui gèrent tout. Il a juste sa machine, il gère la logistique, il pilote sa machine. C'est quelqu'un qui a de multiples cordes à son arc. Puis les États-Unis l'aiment beaucoup aussi. Et il aime beaucoup les États-Unis parce que populaire là-bas beaucoup aussi. Ben, quand tu es dans les 40 Top Gun là, qui roulent aux États-Unis là, dans cette catégorie-là, ça mérite le respect. Fait que Daniel Mercier s'en vient dans les prochaines minutes. On va vous inviter aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller vous inscrire à notre page YouTube, notre page YouTube, oui, effectivement. Puis allez-y avec des commentaires aussi, des questions si vous en avez. Ça fait toujours plaisir. On est disponible sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux aussi. Puis Pat, pour te faire travailler un peu, parce que tu peux pas juste être en vacances tout le temps. À chaque fois qu'on me pose des questions, là, je sais que la brique puis le fanal s'en vient. Non, après, j'ai des réponses tranchantes, Richard, puis je me rends compte que ça plaît pas à tout le monde. OK. Ça, je te confirme. Bon, il a tous goûté. Écoute, on va voir, mais c'est juste pour te faire travailler un peu. BRP 1425, c'est son nom. Que pensez-vous du Mazda 9 côté fiabilité? Est-ce que c'est le même moteur que le CX-5? Le CX-9. Le CX-9, excuse-moi. Mazda CX-9. Mais honnêtement, il faut se dire une affaire, pour vrai, en tout cas moi, par rapport à mon expérience. Puis là, sûrement que les gars viennent nous voir et nous demandent les machines sont-ils fiables, sont-ils pas fiables? Finalement, tu arrives, tu vois ces forums, puis il y a quelqu'un quelque part qui a écrit que c'est la pire affaire qu'il a vue de sa vie, je comprends. Mais en espèces, quand on vend un CX-5 ou un CX-9, on n'entend plus jamais parler de ça. J'ai vendu ça à mes parents, j'ai vendu ça aux amis de mes amis, des véhicules qui vont bien, qui sont assez plus dynamiques que leurs compétiteurs, selon moi, puis qui sont fiables. Ils sont très fiables. Puis jolis aussi. Aujourd'hui, les voitures sont tellement tous rendues fiables, pour vrai. Je veux dire, plus que... Là, je vais me faire lancer des briques, c'est bien correct. Sauf que, contrairement à avant, je veux dire, moi, on roule des vieilles bagnoles, on en a eu des vieilles. Oui. On est ailleurs que les années 80.
Mais j'espère. Il faut. Sinon, ça Je vois déjà les keyboard warriors qui sont en train de mettre leur manteau. Rendu là, c'est un débat social. Attends, vous parlez ensemble. Là, les gens ont bien compris. Qu'est-ce que tu as dit, Carl? Non, parce que pendant que parle Pat, moi, je vois les keyboard warriors, là, ceux qui commandent cachés derrière leur écran, en train de mettre leur manteau là, de rough and tough pour dire « Pat Denis, il connaît pas ça! » C'est ça. Si t'aimes pas les chars électriques. Mais tu sais, moi, ce que je veux dire, c'est que là, on est tellement rendu exigeant par rapport à ce qui sort sur le marché qu'on pense que plusieurs voitures sont pas fiables. Mais sont beaucoup plus fiables que la moyenne. Il y aura toujours de l'électronique. L'exception, l'erreur, la cible. C'est moi ce que je trouve aussi. C'est pas que la fiabilité puis la réputation des véhicules neufs, mais qu'est-ce qu'on veut vendre d'occasion. Qu'est-ce que 100 000 km qui vieillit bien et qui roule encore bien? Ouais. Effectivement, Mazda en fait partie. Puis j'ai aucune misère. Si je pouvais en avoir 10 dans le cours, j'en aurais 10. Là, puis c'est un segment de véhicule aussi qui n'a pas grande compétition. C'est un CX-9. C'est comme un VUS pleine grandeur, mais à l'intérieur par rapport à ça, c'est 7 passagers. C'est 7 passagers. Puis en dedans, ben, c'est grand, mais dehors, c'est pas si gros que ça. Fait que c'est pas... t'es pas obligé de prendre... par en dedans? Ouais. T'es pas obligé de prendre l'espace de parking de chez Costco pour te stationner avec, malgré que ça te rend des fiers services. Puis, en tout cas, par la demande des clients, on trouve que ce segment de VUS-là, qui inclut, à mon sens, les Durango par rapport à l'habitabilité, qui inclut même des Honda Pilot, puis tout ça, c'est pas gros comme un Yukon ou un Tahoe ou un Navigator ou peu importe. Fait que ça coche beaucoup de cases. Les gens veulent souvent des 7 passagers pour rabattre la rangée arrière. Ça leur donne un 5+, que j'appelle. Oui. Fait qu'il y a 7 places. Évidemment, quand tu utilises les 7 places, t'as pas de place, t'as pas de coffre, t'as pas de bagages. Mais quand tu le prends en 5 places, ton petit 7 passagers, ben, il coche pas mal de cases. Disons ça comme ça. Puis, ça consomme pas trop d'essence. Je salue, mais j'ai quelques chums qui ont acheté leur premier pick-up et qui trippent au bout, mais qui, des fois, me disent « Ah ouais, non... je vais prendre le char à ma blonde pour aller dans le centre-ville de Montréal parce que sinon je ne pourrais pas me parquer. » Réalité qui te frappe en pleine face parce que tu n'y penses pas au début quand tu achètes un gros pick-up. Puis souvent, les pick-up, surtout si tu as une famille, ben, tu veux le crew cab pour que tes enfants aient de la place à s'étirer les jambes en arrière. Puis là, si tu veux charger de quoi, ben, tu ne vas pas qu'une boîte courte. Tu as besoin au moins de la boîte de 6 pieds et demi. Parce que sans ça, tu ne rentres pas un souffleur dedans quand tu as la petite boîte. Fait qu'au bout de la ligne, ça commence à faire un truck qui est long. Fait que tu as 2 choix. Ou tu payes 2 places de stationnement, c'est par parcomètre, ou tu t'engueules avec quelqu'un qui a un stationnement qui veut pas que tu rentres. Puis au bout de la ligne, à force de négocier, tu payes 2 places et demie, puis il te fait une place dans son stationnement. C'est pas économique à stationner. C'est pas toi qui avait un Tacoma, puis il y avait de la misère à rentrer à Radio-Canada, mettons? Tacoma, c'était tête, mais dans le temps que j'avais mon RAM, c'était du gros n'importe quoi. Là, je prenais 2 parcomètres dans la rue, puis merci, bonne fin de journée. 2 parcomètres, un en arrière de l'autre à Montréal, qui sont disponibles en même temps. Tu pousses, c'est correct. Ah oui, c'est vrai. Tu fais ta place. T'arrives au meeting 2 heures d'avance, là, tu sais. Mais le pire, c'est que je me prenais 1 heure supplémentaire parce que je calcule tout le temps le trafic pour avoir un gros buffer, mais il faut que je calcule le trafic plus le parking, ce qui fait que là, je roule en voiture. Voilà. Ouais, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est d'avoir les 2. Électrique. Non, c'est beau, j'arrête. J'en remets pas. Arrête, ça me fait assez mal. Craig Justo nous écrit « J'ai embarqué avec Carl Nadeau dans son Civic SIR sur Capital à partir de chez JPR à Québec en 2015. Ça commence mal. Mais c'est pas super parce que c'est pas tant incriminant. Il a dit, en conclusion, c'était épique. C'est pas super. Premièrement, je le salue. Disons que... il y a comme 2 Carl. Il y a le Carl jeune, puis il y a le Carl réhabilité. Là, vous avez le Carl réhabilité. J'ai jamais rencontré celui-là, moi. Mais... c'est quand les cheveux gris sont arrivés, c'est plus rien. Les cheveux gris sont arrivés à 20 ans, mais ils cachaient. C'est juste ça l'affaire. Disons que maintenant, je prône ce que je faisais pas quand j'étais jeune, soit l'intelligence. OK, parfait. Bien compris. On s'apprête à recevoir notre invité, Daniel Mercier, mais avant... On va y aller avec notre capsule de notre commanditaire. On s'en va en route, Pat, avec notre gang de Nokian. Ça roule pour Trace de Break à l'événement Nokian Off-Road avec notre instructeur, monsieur... Curtis Nichols. Curtis Nichols. Yeah. Hey, ça, c'est un nom d'artiste international. Hein? Big star. I wish I have a name Curtis like you. Nichols International. Ouais, je peux pas cacher mon accent anglais, mais... Ah non. On l'aurait jamais su. Là, c'est déjà commencé, hein? Ça tourne, boum, c'est commencé. réglé. Curtis, on pensait que tu venais du lac. Qu'est-ce que Nokian... Ben là, c'est d'abord Curtis.
qu'est-ce que Nokian veut nous montrer? D'abord, je dis ça en parlant, on est à peu près à 60 degrés incliné vers la gauche sur le bord de se renverser. Mais Oui, qu'est-ce que Nokian veut nous montrer avec ça? On veut montrer le traction, comment il va garder le traction puis pas descendre en bas, être capable de gripper le sol quand on traverse un côte comme ça. Puis ça, c'est rien pour le véhicule. Il peut vraiment aller bien plus loin que ça. Ah ouais? Ah ouais, hein? Mais tu sais, je trouvais ça déjà pas pire. Moi, j'étais sur le bord de. Ça prendrait quasiment un harnais pour pas tomber. Là, on s'enligne dans une série de bosses pour démontrer le débattement, mais la capacité à garder de la traction, j'imagine aussi. Ouais, puis on va avoir une roue qui va complètement lever la terre, sortir de la terre. Là, on va gagner la traction à une ou à l'autre. Puis le différentiel va travailler fort pour m'amener, garder en ligne droite pour qu'on peut passer direct dans les obstacles. Maintenant, le tire est complètement dans l'air, sur une barre. Moi, tu parles, puis j'ai la bouche ouverte comme un spectateur, c'est comme un enfant. Je suis là. Non, mais c'est ça pareil. Puis dis-moi donc, la question que je me pose, tu sais, sur la piste, sur le circuit fermé, il y avait les pilotes avaient tous des commentaires qui disaient que les pneus sont durables, puis les pneus travaillent vraiment bien, surtout dans une chaussée qui est particulièrement difficile. Là, toi, tu le constates encore bien plus qu'eux autres, j'imagine? Ouais. Ben, pour celui-là, tu parles de ce tire-là? Oui, exactement. Oui, parce que là, on est en mode all-terrain, on va se le dire. On est off-road, on monte des collines à peu près de 50 pieds de haut. Il y a pas de la vase, mais tu sais, bon, un sol instable, puis des morceaux de bois. Fait que nécessairement, ça prend quelque chose qui se déforme pas, qui travaille bien. Oui, exact. Puis plus important aussi, c'est pas juste le tread, mais le côté aussi. Donc, dans les obstacles, faut que ça grimpe sur le bord, on a les crampons sur le côté, le tire. Le sidewall. Le sidewall qui va vraiment gripper. Si je prends un ras sur le bord, ça va gripper au lieu de slipper en bas. Un peu, comme ça, quand on va monter le côte. C'est vraiment... S'il travaille fort, j'ai pas de traction control qui embarque. C'est vraiment le tire qui va gripper puis monter le truck en haut. C'est sûr que le truck a beaucoup de capacité aussi. Oui, on t'aborde un Land Rover, ça c'est sûr. Ils sont reconnus quand même, je ne fais pas la pub de ça, mais ils sont reconnus pour faire du hors-route. Ouais. Mais est-ce que tu as pris le volant aussi des camionnettes Silverado, Chevrolet, etc. qu'on voit là? Oui, exact. Puis ça, c'est quand même encore plus impressionnant parce que c'est pas un tire off-road nécessairement, mais il y a beaucoup de capacité, ça spinne pas, il y a beaucoup de traction. Et pour quelqu'un qui fait pas beaucoup de hors-route, c'est un tire qui va se comporter super bien. Autrement dit, il peut le prendre comme exemple, quelqu'un qui reste à la campagne un peu ou whatever, qui a besoin d'aller au chalet de temps en temps. Il pourrait prendre ce pneu-là, mettre sur sa camionnette, l'utiliser quotidiennement, mais la fin de semaine, quand il va au chalet, ben là, il est capable d'avoir un rendement. Oh boy! Oh boy! On est dans une descente 25 degrés. Hein? 25 degrés, assez à pic. Ouais, c'est 25 degrés, c'est de l'angle. 25 degrés, mais sur à peu près 25 pieds de long, là, tu sais. Fait que on aurait dit que le nez allait toucher à terre. Anyways. Franchement, c'est la première fois que je fais tout. As-tu déjà fait ça, Richard? Non, pas de mémoire. Puis je suis bien impressionné. Pour vrai, là, surtout impressionné par tes qualités de caméraman. C'est épouvantable. Wouhou, les boys! Mais là, ça brasse là-dedans. Là. Fait qu'il n'y a pas de trépied. C'est toute ma main, je tiens ça comme à la selfie mode, là, tu sais. Fait que voilà. Là, on embarque sur quoi? Tu peux-tu nous dire c'est quoi? On embarque sur comme une pompe. Donc, on a vraiment une tire sur chaque bord. Puis il y a ça avec OK, on voit ces caméras. Attends un peu. On va essayer de filmer ça, là. Check ça. Qualité de caméraman incroyable. Wow. Ça, c'est... Là, on va remonter ici. C'est du bonbon. C'est un peu tous nos obstacles qu'on C'est très cool. essaie de montrer. Ouais, franchement cool. Merci, Chris, pour la ride et les informations sur le pneu. Ouais. Puis dis-moi donc, est-ce que tu sais si c'est un pneu qui est homologué l'hiver? Oui, celui-là est pour l'hiver aussi. Bon, donc, il y a le snowflake dessus, donc ça va être... Parce que tu sais, les gens qui mettent ça, généralement, veulent un pneu qui va compétitionner les autres grandes marques qui, eux autres aussi, peuvent être utilisés l'hiver dans notre climat assez rigoureux, mettons. Ouais. Hey, merci. Thank you, Chris. Hey, thank you. Bye. Bye bye. Et on accueille Daniel Mercier, mesdames et messieurs. Applaudissements chaleureux. As-tu des rires en canne? Oui, c'est ça. Hey, Merci. Merci d'accepter notre invitation.
Bien, bienvenue. Ça m'a permis de faire un beau voyage dans la région. Oui, et surtout que tu as l'air d'être un gars assez occupé, merci, toi. Oui, mais j'étais assez occupé les derniers jours au décalage horaire. J'étais avec mes partenaires à Paris il y a quelques jours. Oui. Là, je suis au Québec. Venez voir ma femme, ma fille. Ma fille de... J'ai l'air d'un vieux papa, là, mais j'ai une fille de 5 ans. Là, donc, on reste calme ici. Là. Et puis, je m'en vais à Las Vegas courser dans 2 jours. OK. Là... Dans le fond, tes gars sont déjà en route si c'est pas presque arrivé aujourd'hui. Oui, je les suis, là. Inquiétez-vous pas, j'ai des AirTags dans le camion, là. Donc, je sais toujours ce qu'ils sont. C'est ce qui me motive. Ils sont rendus, ils viennent de rentrer en Arizona actuellement. Donc, ils sont partis vendredi soir. Donc, ils font à peu près 12 heures par jour. Donc, 2 chauffeurs par camion. Donc, OK. Parce que ton stock part toujours d'ici. Oui, part toujours avec le défi des douanes, avec le carnet de douane. C'est là que j'allais. Ça, Parce que moi, je fais ça. J'exporte des chars aux États-Unis beaucoup. Ouais. Mais tout le monde pense que vu que tu vas faire un event aux États-Unis, tu rentres ça comme si de rien n'était. Ce qui est faux. Exactement. Moi, c'est ça. Mes compétiteurs, là, quand je leur parle puis je veux les faire rire, c'est les défis que nous autres, on a avec les douanes. On est vraiment à l'autre bout du monde. Là, mais Tu parles de tes compétiteurs américains, les autres, on pas se taper ça. Exactement, c'est ça. Ils se tapent pas ça, ils peuvent pas comprendre. Là. Moi, c'est pas être la distance, là, puis je dis le prix du fuel, là, parce qu'aller à Vegas avec les 2 Reagan, c'est à peu près 25 000 km aller-retour. Mais les douanes, là, souvent, là, c'est tout un exploit. Mais je vous disais, depuis quelques années, avec les carnets de douane, là, pour ceux qui vont aux États-Unis et qui ont des équipes de course, cassez-vous pas la tête. Au début de l'année, carnet de douane, vous allez tout montrer ça, puis après ça passe très bien. Le défi, c'est que tu peux jamais rien ajouter. Donc, tu peux pas rajouter d'outils, tu peux pas rajouter de tête de moteur, tu peux pas rajouter des supercharges. Il faut que ça soit... faut t'en aies le même nombre que tu as déclaré au début. Oui, c'est surtout les numéros de série et pas seulement le nombre, oui. C'est fascinant, ça. J'ai fait un petit croche parce que ça doit être quelque chose. Parce que je parlais au gars qui s'occupe d'importer les Formule 1 quand ça course à Montréal. Ou quand... Puis moi, j'étais sûr que ça rentrait comme... Tu vois, ça F1. Non. Il faut que ça rentre, puis que ça soit vérifié, puis qu'il y a des procédures. Des fois, ça niaise. Des fois, il y a des retards malgré tout, mais c'est fait d'avance. Là, mais à petite échelle, quand même, tu as juste, avant de quitter, il faut que tu arrêtes aux douanes canadiennes. Ils vont te donner des petits papiers là, à remplir. Ils vont te les tamper pour que tu aies les mêmes papiers quand tu reviennes. Donc, nous autres, c'est à grande échelle. C'est un carnet annuel, mais tu peux le faire avec un carnet pour passer les douanes pour seulement quelques jours. Là. C'est plus dur depuis notre ami Trump qui a resserré les liens un peu? Non, je vous dirais, c'est pas que c'est mon ami, mais je vous dirais, on n'entend tellement pas parler là-bas. T'sais. Là-bas, là, c'est comme, hey, comment vous l'aimez, comment ça va avec lui. Ils se demandent quasiment de quoi je leur parle. T'sais. Ah ouais. Et le monde m'en parle quand je reviens ici, puis il me dit, on ne veut pas aller aux États-Unis, Daniel, on n'ira pas te voir cette année aux courses parce que. Ouais. Mais je vous le dis, là-bas, là, je pense, je me demande si c'est pas justement là, du monde comme vous autres, là, des journalistes qui font faire peur à tout le monde. Là. Je dirais, c'est tellement pas le cas. Ça va bien, l'économie semble bien aller, puis, donc, j'ai pas aucun problème. Les estrades sont pleines. Je vous dirais, le monde d'accélération, le drag actuellement, là, puis on voyait dernièrement les sondages versus les Formule 1, versus le NASCAR, tout ça, là, je vous dirais, là, c'est wow. Là. On est vraiment, là... il y a quand même 80 000 personnes hein, qui sont membres de NASCAR en Amérique du Nord, c'est ça. Donc, c'est impressionnant. Donc, même un jeune comme moi, 59 ans, qui va avoir 60 ans, est quand même très performant. Donc, t'as pas besoin d'être... c'est le fun de hockey, là, mais tu sais... passé 22 ans, là, il commence à t'appeler petit père. Mais c'est quoi ça prend justement comme skills physiques versus des courses d'endurance, tout ça? On va se le dire, le drag, c'est pas si long que ça une fois que ça commence. Là. Ouais. Qu'est-ce que ça te prend? Mais tu comprends? Moi, je pilote un bolide qui a 12 000 HP, qui va monter à 5,2 G. Aïe, quand même, hein? Moi, l'exemple que je donne à tout le monde, puis c'est curieux, je peux vous parler un petit peu de l'anecdote. La première fois que j'ai embarqué là-dedans, j'ai embarqué dans un bolide de 600 forces. Puis à ce moment-là, c'est un tranche break. Quand tu tiens un bouton, puis tu lâches, puis j'ai quasiment perdu connaissance, j'ai vu noir. Puis j'avais déjà acheté mon autre qui avait 4500 top alcool à l'époque. Et là, tu t'es dit, donc, moi, je vais faire pas tomber. Mais je disais, c'est ça. Je pense que c'était fait un peu comme un boxeur. T'sais. Va te battre contre un boxeur professionnel. Est-ce que tu vas capable d'encaisser autant de coups que tu vois? Non. Un coup, puis ton subconscient, il dit t'es mort. T'sais. Mais c'est la même affaire. Tu fais des passes de seulement 60 pieds. Après ça, tu augmentes pour réussir à faire éventuellement du quart de mille à 300. Mais la première fois que tu as essayé, c'est comme un top fuel de 600 HP? C'est ça. C'est un dragster, ils appellent ça, comme un super comp, super gaz, avec un moteur de 600 forces. Puis je te dirais quand même, là, tu pèses sur le bouton, tu pèses dans le fond, puis tu lâches le bouton, là.
Puis je vous dirais, j'ai rien vu. Puis j'étais à l'école de Frank Hawley à Gainesville, en Floride. Puis là, j'étais triste. Là, parce que T'avais quel âge dans ce temps-là, la première fois que tu t'es assis le cul là-dedans? Je te dirais, c'était en 2001-2002. Donc, fait quand même 25 ans. 25 ans. 25 ans, ouais, ça. Puis c'est le fun parce qu'après avoir pris notre petit sandwich, tout le monde était dans la salle, dans la formation. Puis là, il dit, le coach, il dit, y a-tu quelqu'un qui a perdu quasiment connaissance, qui ne voyait rien? J'ai dit, j'espère que je ne suis pas le seul à lever la main. Le t'attends, puis t'espères que les autres le fassent. Le Québécois, bien fier, il ne lève pas de suite. Là. Un se lève la main, deux, trois, là, j'étais là. Moi, puis je dis, là, il dit, regardez, les gars, fixez un point, vous allez voir la lumière. Et à la fin de la journée, je payais des runs de plus, puis je faisais des passes. Donc, ça vous donne une idée comment le subconscient. C'est comme donner un truc. Oui, exactement. Tu focuses ton énergie à une place. Oui, exactement. De tout regarder, au lieu de regarder l'ensemble de l'œuvre, fixe un point au bout de la piste, puis tu vas bien voir. Question. Tu sais, souvent, un pilote, on est capable de décortiquer une approche de virage, freinage, si ça. Puis un virage qui prend 1 seconde, on est capable de faire du frame par frame pour tout donner notre setup. Mais toi, comme pilote, quand tu es d'une machine de 12 000 HP puis tu décolles, ce que ton corps ressent du début à la fin, c'est quoi? Mettons que tu étires l'action pour nous l'expliquer. Je vous dirais, premièrement, je vois noir et blanc avec l'accélération. Oh, c'est comme si tu regardais dans un tube, dans une piscine. Mettons, ça vous donne un petit peu une idée. Okay. Mais curieusement, encore là, je parlais du subconscient, là, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, pas l'intelligence musculaire, quelque chose comme ça. Quand je regarde les prises vidéo que je vais replacer la voiture 4-5 fois qui dérape, tout ça... Tu t'en rends même pas compte? Je m'en rends pas compte du tout. Puis je me dis, il est un bon chauffeur, les gars. C'est juste du réflexe. Exactement. À comparer de la voiture, même si c'est du quart de mille, pile ou 1000 pieds, c'est divisé en 5 tronçons. On pourra s'en parler plus tard. Mais le pilote, vraiment, le temps de réaction. Puis je vous dirais, le temps de réaction, c'est incroyable. Quand j'ai pas de bon temps de réaction, c'est que je me suis pas pratiqué avec mon équipement dans la remorque. Là. Juste de pratiquer... Pendant 5-10 minutes, tu améliores tout de suite. Le temps de réaction, ça veut dire quand la lumière tombe au vert, que tu décolles. Exactement. Parce que nous, c'est pas comme l'arbre de Noël, comme les petites classes. Hein. Nous, le premier jaune allume, après ça, on se stage à la deuxième, puis après ça, on attend que toutes les lumières jaunes allument. Et là, aussitôt que tu le vois ça, tu mets ça dans le fond. Puis là, j'imagine qu'il y a comme un guess un peu, tu sais. J'imagine que lui qui est plus vite, qui a le même char que toi presque en performance, c'est lui qui a anticipé que les jaunes arrivaient puis il a lâché 1 milliseconde avant. Je te dirais, il ne peut pas avoir de guess. Parce que, non, imagine-toi, là, tu t'en vas à Las Vegas là, pour faire un guess de 0.quelques secondes. Non, il n'y a pas de guess. Il faut vraiment que tu aies l'œil sur le LED à la bonne place pour sitôt que tu le vois allumer, tu pèses dessus. Ça arrive qu'on va faire des rouges, mais c'est vraiment que tu as manqué ton coup. Okay. Normalement, là, c'est ça. Donc, les bons temps de réaction vont être à peu près 0,35 à 0,65 secondes. 0,065. Moi, je vais me tenir plus dans le 0,75, 0,90, qui est quand même bon pour un gars de mon âge. Hein. Parce que question aussi, parce que moi, j'aime bien comment le corps mange une claque. On entend parler que la décélération est encore plus violente que l'accélération, malgré que tu as 12 000 HP qui botte le derrière littéralement. C'est quoi le feeling quand tu t'ouvres le parachute puis tu es strappé, le Hans, tout ton corps peut pas bouger. On entend parler de décollement de rétine. On a des rumeurs où ça arrive. Non, c'est le plus impressionnant, c'est qu'on ouvre les parachutes. Surtout, tu as 2 parachutes, donc il va arriver quelquefois que les 2 vont ouvrir en même temps. Donc là, on dépasse le 7G négatif. Oui, c'est vraiment impressionnant, je dirais, là, ton souffle. Là. Même tout le monde me demande, Dan, quand tu parles au micro au bout de la piste, comment tu fais? Ta l'air essoufflé, t'as l'air mort. Ma run a duré 3 secondes sur les 15. Donc, ça vous donne une idée comment c'est intense sur le corps. Mais en effet, parce qu'on va partir en mettant ça dans le fond à peu près à 3,6, 3,7 G. Tu peux pas être plus haut que ça parce que sinon, les tailleurs, tu veux pas qu'ils allument, comme on dit. T'sais. Dans le milieu de la piste, on va monter à 5,1, 5,2, 5,3. Peut-être, puis après ça, tu vas... T'es déjà à 100, plus de G en roulant qu'au départ. C'est pas assez de traction. C'est fascinant. Oui, exactement, parce que nous, il faut lire justement tout ce qui est température, donc pression atmosphérique, l'altitude et tout ça. Comme Las Vegas, c'est un endroit qui est assez complexe à tuner. T'es haut en altitude, il va peut-être avoir 12 d'air, donc c'est bien difficile à tuner. Donc, autant le timing, autant les head gaskets, autant l'overdrive que sur le moteur, donc c'est quelque chose. C'est parce que lui, il parle
du milieu de la run. Le milieu de la run, c'est juste après 1 seconde et demie que t'es parti. Ouais. La C'est run, ça qui est fou. Là. Puis t'es rendu à 5G, mais à quelle vitesse tu roules au milieu de la run? Moi, tu vois, le milieu de la run, à la fin, ça me prend 0,7 secondes. Ça me donne une idée. OK. Le problème, c'est la traction. Parce que nous autres, c'est fou. le premier 60 pieds, nous autres, c'est de faire spinner les roues au maximum puis décider quand je vais les faire coller pour te donner un autre coup d'accélération. OK? Donc ça, c'est très, très complexe. Si tu les étires trop, ils vont shaker. Si tu spins trop, ils vont smoker. T'sais. Donc, au bout de la piste, on roule à peu près 335 000 à l'heure, donc 540 km/h. Au milieu de la piste, moi, j'ai pas atteint 300 000 à l'heure encore. OK? Donc, au milieu de la piste, j'étais à entre 2,98 3,05. On a gagné à West Salem, en Ohio, la dernière course qu'on a fait. J'ai roulé 3,02. 3,02, puis j'étais à 2,88 000 à l'heure. Des fois, je vais monter à 294, 295, mais c'est là qu'on est. Là. C'est insane, là, la violence. Non, mais de ça. 7G, c'est des pilotes d'avions de chasse qui subissent ça. Là. C'est ça, il n'y a pas grand monde qui peut tolérer 7G pour de vrai dans la vie, à part si... Ça doit être une drogue terrible, cette histoire-là. Hein? Ah, c'est une adrénaline, je vous dirais. Puis après ça, le lundi, mais là, tu t'en vas travailler un peu tout raqué, un peu mal partout. T'as beau avoir... C'est très sévère, les règles, hein, sur... tout ton siège, il faut qu'il soit bien foamé, il faut qu'il soit signé par une compagnie professionnelle avec la date qui va être le numéro de la voiture, tout ça. Donc, tu as beau avoir tout ça formé parfait, ton hands, les coudes attachés, le casque attaché en avant, en arrière. Oublie ça, là, pendant 2-3 jours après, j'ai toujours un peu mal aux os. Là, je me suis fait pousser, là, puis c'est ça, mais c'est... T'as nommé de quoi qui vient me chercher? Tu parles qu'à un moment donné, ça peut se mettre à shaker si les pneus tirent trop. C'est ça qu'on voit des fois des dragsters, qu'on dirait que la machine, elle se tord. Mais c'est quoi le phénomène? Comment ça se passe? Puis comment tu vis ça en dedans? C'est certain que l'année passée, justement, j'ai gagné plusieurs courses à cause que des fois, tu vas partir le dimanche. Souvent, les meilleurs runs vont se faire le vendredi soir ou le samedi soir. Il y a 2 qualifs le vendredi, 2 qualifs le samedi, puis l'élimination. Les éliminations, on commence vers midi, 1h. Donc là, les températures de piste sont beaucoup plus chaudes. Donc les gars ne peuvent pas rouler des 368, 370. Ça va rouler 375, 377. Là, ça semble proche pour vous autres, mais pour nous autres, c'est énorme la différence. Et à ce moment-là, souvent, on va partir les deux à 200 ou 300 pieds. Les pneus vont commencer à spinner et allumer les pneus. Okay? Donc là, la seule chose qui reste, c'est qu'il faut que tu pédales. Et là, tu pédales un bolide de 12 000 HP. Donc, si tu le pédales pas correct, ben ça va faire kaboum. T'sais. Donc, je dirais, moi, la façon que j'ai agi, puis je me suis habitué souvent dans les plus petites classes, c'est de pédaler lentement. C'est quoi pédaler? Pédaler, ça veut dire que je pèse sur l'accélérateur, et là, à un moment donné, je pars, puis à un moment donné, je pars, mettons, je monte 3, 4G, pouf, là, moi, les tailleurs allument. Les tailleurs se mettent à spinner en arrière comme si c'était dans l'eau. Ouais. Okay? À ce moment-là, il faut que je le lâche, puis il faut que je lui redonne d'attraction. Et sinon, des fois, le pire, c'est shaker. Puis c'est là, à un moment donné, les gars peuvent perdre connaissance. C'est ton pneu, comme je disais tantôt, il va spinner un petit peu en partant. Il spinne toujours à peu près 6-7 de la vitesse que tu avances. Et à un moment donné, il faut que tu décides toi-même avec le timing, entre autres, puis des façons de le faire sur la clutch, de le faire arrêter, le pneu, pour qu'il vienne 1 pour 1. Plus tu l'étires longtemps, plus tu vas avoir un bon temps au bout de la piste, plus que tu décides, plus tu vas être sécuritaire, puis plus que tu... Mais là, souvent, on va l'étirer au maximum. Et c'est là que le danger arrive. Et c'est là, aussitôt qu'il va commencer à shaker, t'as beau avoir descendu le timing, enlever du fuel, faire ce que tu veux, lui, il va shaker jusqu'à temps que les tailleurs allument. Et là, ben là, ça casse tout. Vous ne pas imaginer les clips de moteur, les soudures, tout ça. Les gars sont obligés, entre les runs, de revoir ça. Là. Ça t'arrive-tu encore malgré ton expérience? Ah ben souvent, ça va arriver souvent de shaker ou de... On essaye toujours de faire une bonne run du point A au point B à chaque fois, mais dépendamment de qui tu as à côté de toi. Si tu as un champion du monde à côté de toi, tu dis, tu n'as peut-être pas besoin d'essayer de le battre. Okay? Parce que tu dis, s'il descend très bien, lui, il te bat. Donc là, tu dis, je veux juste bien descendre. Et là, souvent, tu vas le battre. T'sais. Le plus difficile, c'est quand tu as un gars à peu près comme toi ou un peu moins fort. Là, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je le bats sécuritaire ou j'y vais plus fort? C'est là que ça devient la complexité, comme vous autres dans vos autres sports. Où les un gars jeu vous mental. rencontrez. Exactement, c'est très, très mental. Là. Dans une course, mettons un week-end de course, tu vas faire combien d'allées? Normalement, c'est toujours 4 qualifications. OK. Donc, Okay. on a dit 4. Et 4 éliminations parce qu'ils prennent les 16 plus rapides. Donc, tu vas faire 8 runs. Exactement, jusqu'à la... Ouais, exactement. Mais ça se peut que tu ailles en qualif, tu te classes pas.
Oh, ça peut arriver. À ce temps, je disais, depuis 3 ou 4 ans, je me souviens pas qu'on ne s'est pas qualifié. Ouais. Mais avant, souvent. Souvent, on va aller à Indianapolis, au US National. Puis souvent, ce qui est le fun, c'est dans les grosses compétitions, tu vas avoir des fois, lui qui est qualifié jusqu'à date d'un point, 2e ou 3e, il ne se qualifie pas. Les gars, on dirait, ils poussent tellement, ils sont pas capables de rebacker et de dire, hey, je vais me qualifier 10e, là, ça va être assez. Là. Non, les gars vont manquer leur coup 4 fois en ligne, ça peut arriver. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Ça donne une chance à tous ceux qui veulent émerger du lot, autrement dit. Exactement, c'est ça. Mais cette année, on s'est toujours qualifié environ, peut-être entre 7e et 13e sur 16. Donc, dans le milieu. Là, sur 16, les 16, c'est déjà les meilleurs. C'est les 16 qui se qualifient. C'est ça. Si on est 22, 23, 24, bien, tu en as toujours 5, 6, 7 peut-être des fois qui ne se qualifient pas. Mais. T'as-tu la seule équipe au Québec, québécoise en fait? Canadienne, oui. Même canadienne? Oui, c'est ça. Comme quand j'étais dans les régates, pourquoi j'ai lâché les régates? C'est que je voulais conduire ce qui était de plus rapide au monde sur 4 roues. Bien, c'est là que j'en suis. Puis, oui, on est les seuls Canadiens. Avant, il y avait peut-être une compagnie ontarienne. Mais je vous dirais, s'il y en a, là, c'est des petites équipes que je connais moins. Là, dans l'Ouest, il y en a peut-être une, mais c'est pas du monde que je vais voir. Parce que c'est des ligues majeures, là. Oui, il peut pas être plus majeur que ça. Là. C'est comme. Ils te perçoivent comment là-bas? Parce que c'était le petit Canadien qui arrive. Ils ont une façon de te percevoir? Ils nous adorent. Hein? Ouais? Ah, ils sont tellement drôles. Là. Chaque fois que je vais battre un autre de leurs. Américain. Après ça, ils vont venir me voir. Là. Daniel, il faut que tu battes l'autre parce qu'il est meilleur que moi d'un point. Tout ça. Il faut vrai. Puis quand la grosse cérémonie, toujours le dimanche matin, pour la présentation des pilotes, là, sont tellement gentils avec moi. Là, qui aurait pensé un jour qu'à chaque fois que j'y vais, c'est Tony Stewart qui vient me voir. Hey, salut Dan, comment ça va? Me donne une me prend par le cou, puis tout ça. T'sais. Hey, dans le temps qu'il était en NASCAR, j'avais dit ce gars-là, j'allais chez les estrades, j'allais te le voir, il allait dire t'es qui, toi? Donc, c'est le fun, pareil, des gars comme Tony Stewart qui vont, ils finissent leur carrière dans l'accélération, puis il est très, très bon, il est 2e au championnat actuellement. Dans les compétiteurs connus, j'imagine, tu es contre la famille Force, puis toute ce gang-là, c'est une royauté, là, dans le fond, du drag. C'est comment d'arriver et de rencontrer tout ce monde-là? Ils sont tous sympathiques. Hein? John Force, qui conduit plus depuis 1 an et demi, il a eu un gros accident, mais que ça soit sa fille, Brittany, qui est l'idole de ma fille. Donc, c'est drôle, je vais toujours lui dire, ça, c'est drôle quand je me prends contre toi, ben, ma fille apprend pour elle plutôt que pour moi. Là, donc, c'est toujours là. Mais je dirais, Kalita Air que vous voyez quand vous allez être à New York, là, c'est quand même... Mais moi, c'est le fun, c'est que tu as des hommes d'affaires un peu comme moi qui ont ça. Tu n'as vraiment qui ont des gros commanditaires comme John Force. Ça n'a pas eu comme Schumacher des usines de batterie, tout ça, puis c'est des milliardaires d'avance. Là. C'est des gars qui ont toujours rushé pour avoir des bons commanditaires, gagner leur vie avec ça. Puis encore aujourd'hui, hein, ils ont des très, très bonnes commandites. Donc, mais c'est le fun. Ils nous respectent, puis ils veulent nous avoir parce que la classe va bien, mais ils veulent qu'on reste là. Wow. Tu l'as dit, tu es un homme d'affaires, tu as quelques business. Ça coûte quoi avoir une équipe de drag annuellement? OK, tu avais une question, toi? Ça n'a pas pris trop de temps qu'on est arrivé avec des questions. T'aimes mieux qu'on parle de pneus et d'accélération. Ouais, j'aime mieux qu'on parle de ça. On peut l'aborder différemment aussi. J'ai travaillé fort dans ma vie, puis regardez, on a le choix parce que c'est le fun, parce que Antron Brown, qui est commencé par Mac Tools, il y a un très gros commanditaire. Je vous dirais, faire l'année complète, ça doit être à peu près, environ 5 millions US dans ce ordre-là. Puis Antoine, il vient toujours dire, toi, Daniel, t'es chanceux. Je dis, pourquoi? Il dit, Daniel, il dit, t'as combien de clients? Ben, je dis, moi, dans ma compagnie ABS, ADF, j'ai 4, 5, 6 000 clients. Et toi, Daniel, si t'en perds 1 ou 2, là, d'après moi, t'es aux courses demain matin, pareil. Il dit, moi, si je perds mon commanditaire, je suis plus là demain. Donc, il dit, regarde, il dit, continue à faire ce que tu fais. Il dit, t'es quasiment en meilleure position que nous autres, là. Mais tout le monde qui fait de la course qu'on a reçu là, dans les 2 saisons du podcast disent les commanditaires, c'est le nerf de la guerre. Puis, tu sais, d'une course à l'autre, tu sais jamais si tu vas être renouvelé ou peu importe. Oui, puis le commanditaire va embarquer puis plus on loin. est tous d'accord pour dire qu'il y a eu des pilotes qu'on a reçus ici puis qu'on connaît tous, qui avaient le talent pour aller bien plus loin, pour avoir des rides en Formule 1 ou peu importe, qu'ils ne l'ont pas eu juste parce que maintenant, ils ont pris une mauvaise décision, se sont associés à une mauvaise écurie ou peu importe, parce qu'ils ont fait un choix d'aller dans tel événement plutôt qu'un autre. Puis finalement, ils n'ont pas eu le ride. Mais il y avait la capacité de dominer la classe dans laquelle ils participaient. T'sais. Mais c'est une chance? Je ne suis pas sûr que c'est une chance, Dan. C'est un bon plan à long terme, assurément pour la longévité que d'avoir sa business.
Moi, je dirais que garder la business, là, c'était mon, comme on dit, moi, mes amis à l'entreprise ou que ce soit. Moi, je gagne ma vie un tiers. C'est un tiers à la business, un tiers à la famille, puis un tiers à mon activité de course. T'sais. Puis je maintiens ça. T'sais. On est debout de 120 heures par semaine. Ça fait encore 40 heures. T'sais. Donc, j'ai travaillé énormément d'années avant de pouvoir faire ce sport-là. Comme on dit, je n'ai pas gagné à la loterie, mais aujourd'hui, oui, il y a des bonnes bourses. En accélération, il y a des bonnes bourses. Mais je vous dirais que versus la performance qu'on sort, sûrement qu'on est l'équipe la plus ligne et que ça coûte le moins cher. Il y a des équipes, là, Clay Millican, là, cette année, il doit avoir sauté 3 moteurs par week-end. Donc, un moteur, quand tu le sautes, là, c'est au-dessus de 100 000 US. Je me croise Ils font des tests à 100 000, eux autres. Là. Je me croise les doigts, là, on n'a pas sauté un moteur encore de l'année. Wow. Pourquoi? Parce que mon équipe, il travaille bien. Je vous disais, vraiment, les Québécois, on est minutieux. On achète nos pièces ou on fait fabriquer, machiner nos pièces chez nos compétiteurs aux États-Unis, puis on les bat avec leurs pièces. C'est faux, ça, tu sais? Mais pour vrai, mes gars, ils travaillent vraiment bien. Là, que ce soit les gars de Supercharge, les têtes qui sont toujours remontées pareil, tu sais. Moi, je mets toutes ces modules-là ensemble, puis il me reste à tuner la température, puis comment que de colle ça piste, puis tout ça, tu sais. Mais si tu montes toujours tout pareil, puis le temps qui passe au garage, c'est vraiment le succès de l'équipe. Là. Mais y a-tu aussi l'aspect que ton équipe sait la valeur de l'argent, peut-être un peu plus que d'autres équipes aux États-Unis qui ont plus de commandites, plus d'argent? Je sais pas. C'est parce que je fais une référence, mettons, à la télé au Québec. Je veux dire, on fait des miracles avec le 1 centième de ce que les productions américaines font. Là. C'est un bon point, c'est une très bonne question, mais comme moi je dis à mon équipe, moi ce qui est le plus important, c'est de rouler avec les meilleures pièces. J'ai pas d'argent pour rouler avec des vieilles pièces puis casser puis exploser. Donc, je suis pas assez riche pour acheter du cheap. Non, c'est ça. On roule avec qu'est-ce qui existe de meilleur. On n'étire jamais plus que qu'est-ce que mettons, notre expérience nous a donné à faire. Que ce soit une blower belt, une sable blower, on va faire 6-7 runs avec. Nos pneus, on va courir peut-être 15 secondes avec. Je dis ça en secondes parce que donc je fais au moins 5-6 runs avec un set de pneus. Mais quand même, à Gainesville, j'en ai explosé un. Puis là, ça allait pu être à 300 000 à l'heure, j'ai explosé. Puis c'est quand même une chance sur 100 que d'habitude, le pneu arrière, il explose, il arrache ton aileron en haut, tu perds ton adhérence. Mais moi, j'ai ouvert les parachutes en même temps. Donc là, ils ont arraché, les pneus ont arraché le devant de la voiture, mais pas l'aileron en arrière, ce qui a permis de... Parce que ça aurait pu être fatal. Ah, ça peut être fatal. Là. Je veux dire, il y en a qui... c'est sûr, c'est le sport le plus à risque au monde. Hein, je veux dire, quand même. Là, si tu perds moindrement un pneu ou quoi que ce soit, ben, tu vas commencer à tourner. Puis, ça se déborde. Si on a vu des histoires d'horreur sur YouTube ou à TV, c'est sûr que ça, on ne pense pas parce que tu réussis bien, puis tu sais ce que tu fais, puis tu t'impliques dans toutes les sphères parce qu'il y a cet aspect-là qu'on n'a pas abordé aussi. Quand tu dis une strap de blower, c'est bon 6-7 runs, OK, mais qui c'est qui décide si c'est 6 ou 7? Il y a quelqu'un qui prend la décision, là? Exactement, c'est ça. Nous autres, on parle aux autres équipes, on a des pièces, comme mettons un piston va être bon une run, des fois 2. OK? Donc, on les mesure, on les regarde, on les étudie, les rods, la même affaire. Un crank, c'est bon 8 runs. Mais on le sait qu'après 4 ou 5 runs, il commence à craquer un petit peu sur le main numéro 2. Là. Excuse-moi, là, si mon équipe, c'est peut-être sa rod ou sur le main. Là. Après ça, il s'en va sur le 5e, puis il se finit sur l'autre à côté. Après telle longueur, on le sort. T'sais. Donc, c'est des choses qu'il faut suivre. Quand on arrive à la 6e, 7e run, dans le même week-end, bien, on s'arrange toujours qu'on peut être dimanche d'avoir le moteur neuf, puis avoir un bon spare, pas commencer à regarder ça à loupe, on a moins de temps. Là, mais de la manière que tu parles, moi, je suis vraiment pas un connaisseur, là, surtout quand on parle de mécanique, mais j'ai l'impression que ça doit être le sport automobile qui est le plus exigeant pour les mécanos. Entre chaque course, les gars sont tellement épuisés. Là. C'est comme quand tu dis là, refaire le moteur 4 fois le dimanche, là, quand quelqu'un qui sera en finale, là, torquer les têtes, puis en dessous, là, mon jeune, il doit peser 130 livres mouillés. Là, enlève les mains, enlève les bearings de main. Son 2 gars, à la clutch, là, à défaire la clutch, ça, les gars sont morts brûlés. Là. C'est un sport d'équipe au niveau résultat, mais c'est un sport aussi d'équipe où tu disais, on s'encourage, puis let's go, il en reste un autre. Là. Puis c'est pesant, là. Un Supercharge, ça doit pas peser 20 livres. Là. Ah ouais, exactement. Surtout dans le temps dans lequel ils ont pour faire ça. Parce que moi, ce qui m'impressionnait un peu, c'est qu'avant le show, on parlait de
comment ça prend de temps pour démancher quelque chose qui prendrait une fin de semaine pour quelqu'un. Là, ça lui prend. Bien, si vous nous suivez soit sur Fox Sport ou Nashera.tv, quand la dernière passe, ça se fait en top fuel, il va être marqué, je pense, c'est 1h15. Il faut être dans les lignes, déjà repartir le moteur. Donc, le temps, n'oubliez pas, on s'en va au bout, il faut aller à la balance se peser, il faut retourner. Puis ça veut dire à quoi ça sert la pesée? Tu peux-tu me dire ça? C'est qu'il y a un minimum weight. Là. Tu peux pas être en bas, il faut pas que tu sois trop léger. Okay. Sinon, à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a des règlements. Tu peux te faire disqualifier. Exactement, tu es disqualifié. Si tu n'as pas ton minimum weight, là, parce que plus léger irait plus vite. Donc, un peu hors exactement, c'est ça. Sinon, ils mettraient tous des petits gars ou des petites filles de 90 livres dans le siège. Ouais, c'est pesé avec pilote. C'est pesé avec pilote. Absolument, absolument. Plusieurs ajoutent du poids. Moi, je suis peut-être à 20 livres over, donc avec moi, je suis correct, mais il y en a plusieurs qui sont obligés d'ajouter. Parce que le pilote est passé lourd. Exactement. Course de plane, c'est la même affaire. Hein. Tu vas voir les régates, les gars vont ajouter 75, 80 livres de plomb un peu partout dans le bateau parce qu'il y a un minimum weight aussi. Là. Ça, c'est un règlement important. Parlant de poids, question niaiseuse, mais tu sais que les gens qui font des courses d'endurance les pilotes perdent beaucoup de poids. Toi, ça t'en fait-tu perdre dans un week-end où tu roules 8 fois comme ça? Moi, dans un week-end, d'après moi, dans un week-end, je vais perdre peut-être une dizaine de livres. Mais je vais manger un peu moins par l'effet du stress et tout ça. Oui, il fait plus, tu sais, la chaleur. C'est chaud. Pas tu t'assois, c'est des sauts super épais avec les combinaisons en dessous. Tu t'assois là-dedans. Tu vas attendre ton tour avant de passer. Oups, il y en a un en avant qui vient de mettre un petit peu d'huile sur la piste. Tu vas attendre 20 minutes, une demi-heure de plus. Donc, c'est pas long que tu perds beaucoup de poids, là. C'est-tu des sauts spéciaux pour le drag? C'est peut-être une question niaiseuse, mais circuit routier, on a du Nomex, mettons 2-3 épaisseurs d'underwear, mais vous autres, à cause des carburants que vous utilisez, c'est-tu un équipement différent? Vous autres, c'est des SFI 20. Donc, vous autres, ça va probablement être des 3.3. Oh. Ou des fois, sur les SFI, vous l'avez, le code. Là. 20, nous autres, c'est le plus haut. Donc, autant la botte, autant les gants, autant le suit. Toutes nous autres, c'est du SFI 20. Donc, qui est bon, je ne sais pas combien de secondes au niveau du feu, mais du nitrométhane, on s'entend, là, qu'il n'y a pas... C'est comme assez... tu dis le nom, puis tu sais que c'est inflammable. C'est loin, c'est loin. Quand tu mets nitro en avant de méthane, il semble qu'il y a quelque chose ça vient toucher notre imaginaire. Exact. Mais tu le dis, les risques sont grands dans le drag. On n'a pas la même blonde, parce que moi, c'est sûr que j'aurais comme une interdiction d'aller courser. Toi, chez vous, à la maison, il n'y a pas de problème avec ça? J'aimerais remercier, premièrement, le médecin de ma femme qui fournit toujours des pilules. Pour vrai, Andréane, ma nouvelle femme, ça fait quand même longtemps que j'étais avec elle. Moi, c'est marié au mois de juillet, une femme fantastique. Et puis, elle a toujours mal au ventre, elle file pas le week-end de stress. Là. Oui, vraiment. Elle t'accompagne-tu? Presque tout le temps. Oui, wow. ouais. Elle va faire 140 repas par week-end. Hein? C'est elle qui, Puis, tu sais, les œufs le matin, c'est œufs médecine, c'est le souper et tout ça. Puis, calculez-les, là, c'est du mercredi au dimanche soir. Donc, quand elle finit le déjeuner, elle recommence déjà, puis on mange pas, là, des trucs déjà tout faits. Donc, mais oui, en effet, là, c'est mon père, mon meilleur ami, 85 ans, il est toujours avec moi. Tu vois, il est rendu en Floride. Après-demain, il prend la Floride en avion, il s'en va à Las Vegas me rejoindre. Il ne course pas si je suis aux courses, il est toujours là avec moi. Donc, comment tu as commencé, justement? Là, tu parles de ton père. Ça a été quoi les débuts de cette passion-là? Tu comprends? Moi, je suis un gars de Valleyfield. Hein? Donc, quand on parle de Valleyfield, on parle de régates de Valleyfield. Oui. Donc, déjà à l'âge de 4-5 ans, mon père m'amenait le jeudi soir voir les bateaux rentrer dans les puits. Puis, tu sais, les courses commençaient le samedi-dimanche. Puis, le vendredi, jeudi matin, ma mère m'assoyait avec une petite chaise sur le bord de l'autoroute à 132. Il fallait pas être maniaque à peu près. Là, pour regarder sur des remorques passer peut-être 3 ou 4 bateaux dans la journée. Si t'es chanceux. Comprenez, si t'es chanceux, c'est ça. Donc, ça vous donne une idée comment j'ai commencé de bonne heure. Là. Disons, des bateaux, c'était mon rêve. Mais ton père courait-tu à régate? Non, c'était un passionné. J'étais tout jeune, on allait à Picton en Ontario, on allait à Summerside et l'Esprit-Édouard, on avait une petite motorisée, là, puis on partait toute la famille avec le pitou, tout ça, puis on allait voir des courses de bateaux. Donc, j'ai tombé dans cette passion-là très, très jeune. Mais puis après, ça veut dire, là, tu es allé en voir, mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé quoi, le moment donné, j'ai décidé. Exactement. C'est qu'à un moment donné, j'ai décidé je voulais aller à l'université. Hein, donc, moi, j'étais quand même. J'ai fait beaucoup de ski alpin. Okay? Avant de faire des courses d'accélération. Et j'ai même été
un petit peu sur l'équipe canadienne, tu m'entraîner en Europe, et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai décidé, bon, on lâche ça, puis on s'en va à l'école. Ça, c'était une bonne recommandation. et puis, vous dire, suite à ça, je veux dire, quand j'ai terminé l'école, quelques semaines après, j'ai démarré Groupe ABS, ma compagnie, puis la même année, j'ai démarré Merci Racing Incorporé. C'est quoi le groupe ABS? Qu'est-ce que vous faites? C'est ABS, c'est asphalte, béton, sol. Donc, c'est des tests de béton, asphalte, tout ce qui est environnement, géotechnique. Donc, tout ce qui est des constructions de ponts, des tests de compaction, quoi que ce soit. Donc, C'est un laboratoire? en laboratoire, oui, c'est exactement, ouais, c'est un laboratoire. Et on a ADS signalisation aussi. Ça, c'est... Donc, ADS, ben, c'est le pont des Lots-Tourtes, là, ce que tu entends le matin qui est toujours jamais. Donc, des fois, C'est des cônes qui C'est sont ta là. faute. exactement. Donc, si vous voulez avoir un casque marqué ADS dessus, là, après ça, je vous en laisse. Souvent, Daniel de ses casquettes, il aime bien mieux avoir un casque marqué ADS, comme ça, tu vas pouvoir contourner le trafic. Puis, ouais, c'est ça. Okay, c'est pas mal nos deux. C'est ça, c'est les deux entreprises que ABS, est-tu j'ai venu au fondées. monde pas mal plus après qu'ABS? Oui. ABS était venu au monde en 93. Puis ADS, ça fait 13 ans environ que j'ai démarré ça. C'est toujours un mal nécessaire. Hein. Je veux dire, je faisais des milliers de forages autant sur les ponts qu'à la Ville de Montréal, tout ça. Il fallait que j'engage des compagnies de signalisation. Puis là, à un moment donné, tu donnais pas assez de service. Non, mais il y avait le service. Puis des fois, moi, j'avais des contrats que s'il y avait une fuite d'eau à Montréal, on m'appelait pour aller faire un forage à 5 h du matin. Il fallait justement, j'y rejoindre tout ça. Puis après ça, je voyais mes deux petits messieurs là, qui étaient assis dans l'auto toute la journée pendant la chaleur, pendant nous autres, on forait à moins 10 dehors, tout ça. Puis quand je recevais la facture versus qu'est-ce que je peux facturer, je disais un jour, je vais m'en acheter des cônes. Donc aujourd'hui, on a plusieurs, on a attendu quoi, 25 000 cônes, on a 40 km de jersey de béton, on est équipé. Mais là, tu dis ça comme si je vais m'en acheter, mais le matin que j'achète des comptes, je ne peux pas me lancer là-dedans. Là. Ça pourrait faut que tu sois certifié, que tu sois approuvé avec le ministère et le gouvernement. C'est plus compliqué c'est qu'on pense. C'est pas mal une entreprise très complexe. C'est pas juste monétaire, mais tout ce que tu as besoin comme planche de signalisation. La logistique, les détournements, puis tous les ingénieurs, ça prend pour étamper ça, installer ça. Hey, c'est des jobs. Là, quand vous dites, là, nous autres, on aime bien passer 5 heures le soir à la maison, mais eux autres, ils commencent la journée. T'sais. Les journées de fête, c'est là qu'ils ferment le pont Champlain pour le feu d'artifice ou quoi que ce soit. Donc, je lève mon chapeau. Là. Tout le monde qui fait la signalisation au Québec, là, on n'en parle pas assez souvent, mais ils sont vraiment impressionnants. C'est pas tout le monde qui les respecte aussi, excuse. Oui, mais c'est pas de leur faute. C'est pas eux autres qui ont c'est ça décidé. qui est triste, mais il y a beaucoup d'automobilistes qui sont pas si prudents que ça avec ceux qui travaillent en signalisation. Là. Je suis d'accord. Puis moi, je toujours garde. Je fais surtout la route aux États-Unis, puis tu ne vois jamais un chantier aux États-Unis sans qu'il y ait une auto de police. Hein. C'est vrai. Tu vois ça quand au Québec, un chantier avec une police qui est là, tu vois jamais ça. Non. Ce que tu vas toujours voir aux États-Unis. C'est sûr qu'au Québec, il y aurait des chars de police à tous les coins de rue si on faisait ça. Montréal, ça serait... À Montréal, tout le staff serait là. Exactement. C'est bon la business. Moi, je veux continuer à aller aux courses longtemps, les gars. T'as combien d'employés dans tous tes business ensemble? Ben, les trois. 14-1500. Oui, 14-1500 employés, oui. Hey, c'est quand même... Avec, c'est ça, mais quand même, sous moi, j'ai au moins, je vous dirais, un 35-40 gestionnaires. Donc, puis je suis pas là. Je suis une équipe qu'on demeure vraiment toujours l'esprit familial. J'aime ça. J'aime aller aux cours. J'ai hâte de prendre l'avion, venir voir mon monde, fermer des soumissions, les encourager, tout ça. Donc... c'est quoi ton... Tu sais, souvent, dans nos jobs, il y a des trucs qu'on aime plus que d'autres. Toi, qu'est-ce que tu t'aimes particulièrement comme dans ton rôle? Moi, c'est vraiment parler avec le monde. Parler avec le monde, là, on est pas mal des premières entreprises d'une dizaine d'années que j'ai eu l'idée d'embaucher un docteur bonheur. Okay? Donc, c'est une personne chez nous que je rencontre presque à tous les matins, puis j'ai des gros meetings avec lui annuellement, avec le comité de direction. Lui s'assure que les employés soient heureux. Donc, après chaque employé, un nouvel employé qui rentre, un mois après, il va recevoir l'appel. Comment ça a été? Qu'est-ce qu'on a pu faire de plus pour toi et tout ça? Il y en a un, des fois, qui n'est pas heureux ou il arrive quoi que ce soit, mais au lieu d'aller voir les ressources humaines, ce qu'ils devraient, mais ils ne vont pas normalement, tu sais. Ils vont appeler Dr Bonheur chez nous, qui est Richard Aubé, c'est une perle, tu sais. Puis comment qu'on... Et c'était mon idée, c'était l'idée aussi de la direction de l'employé avant tout. Là. Tu veux dire, là, si l'employé est heureux, il va donner un bon service. Il est plus engagé, il est plus tout ça. Mais pourquoi tout le monde le dit, mais ils ne le font pas souvent? Tu sais, il va rester aussi. Tu n'auras pas besoin de former un autre employé à sa place. Exactement. Ça prend du temps. La rétention est meilleure. Oui. Moi, les gars, quand quelqu'un arrive chez nous puis il travaille, puis j'ai essayé de te rejoindre à 5h15, il dit non, moi, à 5h, je ferme mon téléphone. Quelqu'un qui ferme son téléphone chez nous, ben, il reste pas là longtemps. Là. Nous autres, on est esprit d'équipe. Moi, je vais en vacances, puis
qui que ce soit qui m'appelle au travail, j'aime ça. Donc, il faut que ton travail, tes courses ou ta vie familiale fassent toute partie d'un même... Tu vas en vacances, tu ne fermes pas le tiroir. Là, autrement. Non, exactement, c'est ça. Puis si vous n'êtes pas heureux dans votre entreprise, ben venez appliquer chez Groupe ABS ou chez ADS. Docteur Bonheur va être là. Docteur Bonheur va être là. Sauf que fermez pas votre téléphone à 5h15. Non, parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Puis là, t'as aussi ton Mercier Racing aussi qui fait partie, si on veut, de ton écosystème. Oui, c'est certain que quand on disait tantôt combien d'employés dans l'autre dialecte ou indirect, c'est peut-être 10, 11 personnes. C'est beaucoup plus complexe qu'une entreprise de 1500, je vous dirais. Parce que quand tu es rendu une très grosse entreprise, tu as toujours... quelqu'un qui fait la job pour... Exactement. Ou s'il arrive un problème ou quelqu'un est malade, tu as de la relève partout. Tu sais, l'équipe de course, tu pars, là, ben on n'a pas personne. S'il y en a un qui se lève un matin avec une crise d'appendicite ou qui a mal de tête, là... Mais la seule chose que je suis obligé de dire, t'es toi le meilleur, mon homme. T'es toi le meilleur, mon homme. V'là des pilules, lâche pas. À soir, on se repose. Là, Docteur Bonheur, puis Exactement, mais c'est ça pareil, hein, parce qu'on a 10 métiers différents. Puis je dirais, même moi aujourd'hui, là, je peux pas en faire plus, là, que ce soit à Las Vegas ou à Californie dans 3 semaines après ça. Là. Je sais pas le vouloir qui manquerait, mais commencer à torquer des têtes comme ils font ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai plus cette énergie-là. Que je l'ai faite longtemps, mais à cette heure, quand tu tunes, tu pilotes, moi, je fais beaucoup de courses à pied. Je suis en bonne forme, mais au niveau musculaire, un peu moins. Mais ils sont tous, je regarde, toute l'équipe sont indispensables. Puis je vous dirais que ça m'est pas arrivé encore cette année ou l'année passée. Mais s'il y en a un matin qui se lève pas, là, je vous dirais, là, on est dans le trouble. Là. On est dans le trouble. Solide. Mais je vous dirais... mais ils doivent le savoir, hein? C'est un job de performance, d'après ce que je comprends. C'est un peu ce que nous autres, on fait à la télé, mettons, ou à la radio. Si t'es pas là, ben, c'est assez clair qu'on va le voir ou on va l'entendre. Mais un mal de dos, ça ne s'invente pas, malheureusement. Non, tu peux te lever un matin, moi, ça a déjà arrivé, je suis en pleine forme, me couche, me lève le matin, dos barré. Qu'est-ce que j'ai fait? À qui j'ai rêvé? Tu sais? Qu'est-ce que je faisais dans mon rêve? Exactement, c'est ça. Donc, mais tu n'as pas le choix, là, tu te lèves. Mais je vous dirais que les équipes s'aident. Mettons, je suis certain là, que... je partirais à la course, puis je dirais à certaines équipes, là, hey, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un coup de main, les gars, parce que les autres équipes ont pas seulement 10 ou 11 employés. Il y en a qui ont jusqu'à 200 employés là, parce qu'ils font ils font tout leur contrôle numérique, ils fabriquent toutes leurs pièces. Il y a du monde à la shop qui vont jamais aux courses je compare pas au Formule 1. Le Formule 1, c'est quoi? On le voit à Netflix. 1500 à 2000, mais le drag, d'après moi, peut-être un peu plus que 200, 250, là, les Force. Fait que toi, t'es comme un peu le mouton noir du drag, là. Ah oui, moi je suis un... Parce que tu performes bien trop par rapport à la grosseur de l'équipe que tu as, autrement dit. Ben exactement. Moi, je trouve ça le fun parce que quand des fois... Des fois, les animateurs ils vont voir mon quartier et ils disent hey, il est où ton gars qui tune? Mais il dit va le voir, il est avec son casque. Il est en train de réfléchir avec ses papiers dans le char. Puis je regarde mon téléphone, telle température de piste, parle avec mon volant. OK, on met tant d'air, les gars. Puis tout ça. Et la clutch, elle ajoute du poids à la clutch. Ça. Donc, je suis libre, moi, jusqu'à temps que je parte. Là. Tu sais, c'est l'ensemble de l'œuvre. Souvent, les pilotes ont besoin d'en faire un moment de vide puis de se concentrer. Ouais. Peut-être pour pas qu'il arrive d'accident. Lui, il est encore en train de gérer tout ce qui se passe en arrière jusqu'à temps que bang! Ça doit aider à gérer ton stress de pilote aussi. Parce que tu es tellement focus sur d'autres tâches que tu n'as pas le temps d'avoir l'espèce d'anxiété, j'imagine, avant un départ. Je te disais, ça s'apprend, mais c'est surtout le conditionnement physique qui fait ça. Je vous dirais, là, je me suis pas toujours entraîné comme je m'entraîne aujourd'hui. Puis, des fois, tu sais, tu as un bon coup de stress au travail, tout ça, tu deviens un peu étourdi, tout ça. Mais ça m'arrive pas, ça, tu sais. Mais faire tout ce que je fais aux courses, ben comme encore, c'est un peu comme j'ai le boxeur, là, tu sais. À cette heure, je suis capable de rester calme au bon moment. Puis, mon gars de clutch, il disait hey, Daniel, merci, tu me donnes toujours les calls. D'habitude, avant de mettre ma pressure plate de clutch dedans, je vais faire le dernier call dans les lignes, là, comme on dit, juste avant de passer. Mais là, 95% du travail est fait avant qu'on parte le moteur. Là, question niaiseuse, mais une clutch, nous autres, d'un char de course normal, une fois que la transmission est mise, tu touches plus à ça. Ouais. Vous autres, comment ça fonctionne pour que tu sois capable de faire des ajustements finaux avant de partir? Okay, donc nous autres, c'est des 6 disques. Okay? Donc, les 6 disques, les flotters, nous autres, à chaque run, c'est poubelle. Okay? Donc, okay. Et la pressure plate, c'est tous des ajustements avec des poids, des clairances, des levels. Puis, il ne faut pas oublier que nous autres, on a un canon en arrière qui retient la clutch. Donc, tu as toute une programmation. Tu as 6 timers qui vont décider quelle vitesse, dépendamment que je veux que la voiture avance, qu'elle va libérer quelques doigts de la clutch.
Ben, OK? voyons donc. Donc, c'est tout programmé d'avance. Tu n'as pas de traction control là-dessus. Là, donc, c'est là que on dit, OK, la piste est bonne, elle est froide à tel endroit. Donc, le level 12, 13, 14, tu vas me rajouter 1,5 g, tu vas me rajouter 3 grammes. Après ça, le 60 pieds, on appelle ça des notes. C'est 6 autres doigts qui travaillent. Donc là, je vais dire, OK, on va en rajouter ou on va en enlever. Ou des fois, comme mettons des éliminations, dépendamment où je suis placé, bien, c'est nous, mettons, celui qui est qualifié premier, il va pouvoir décider dans les 16, dans les 8 premiers, dans l'élimination, où ce qui se situe. Bien, souvent, tu vas prendre une place à la fin, tu vas regarder un peu les autres descendre. On va dire, aujourd'hui, à 400 pieds, ça passe pas. Donc, à 400 pieds, je sais que tel doigt. Donc, je vais dire à mon gars, OK, le timer numéro 6, enlève-moi, toi, c'est comme, en tout cas, c'est beaucoup d'ajustements. J'ai le temps en Il n'y a pas tête. de livre tout est pour ça, écrit. là. C'est ici que ça se passe, là. Entre les deux oreilles, là. Exactement, non, c'est tout là, puis on a... Peux-tu dire que les autres pilotes qui ont un ingénieur en chef qui gère ça, là, est-ce qu'eux calent la shot sur comment l'ajustement de la clutch ou c'est pas eux qui gèrent ça? Zéro. Il n'y a pas un pilote à part de moi, peut-être, en tout cas, dans la classe que je suis le seul qui va tuner ses affaires. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, il n'y a personne qui va partir avec mes données. Les autres équipes, ils payent des crew chiefs, mais le crew chief, c'est des renommés. S'ils partent à la fin de l'année... Ça fait mal. Exactement. Là, il y a le crew chief de Josh Hart qui s'en va pour Tony Stewart, puisque sa femme va conduire l'année prochaine, puis lui aussi, bien, il vient de le perdre. Là. Il y a Justin Ashley qui a le meilleur temps de réaction, vient de perdre son... C'est annoncé souvent les derniers week-ends, comme ça, il y a des... Mais ce monde-là, après ça, il faut que tu t'en trouves un autre bon avec les données, là, parce que moi, ce qui est le fun, c'est ça un peu. Là. Tout est là. Moi, là, je veux dire, il arrive quoi que ce soit, on va aller aux courses pareil, là, parce que je le connais au bout, là, mon bolide. Là. Puis est-ce que ça te donne un edge de quand tu cales tes derniers conseils, si on veut, ce que tu veux? T'es dedans, là, t'es à quelques secondes, j'imagine, quelques minutes. Ouais. T'es encore plus tête qu'un crew chief. Il l'a fait avant, Ben, ouais. le crew chief, lui, il est sur la piste. Hein. Moi, je me fie à mes gars. J'ai 2 gars qui sont sur la piste qui vont analyser les autres autos parce que moi, je les vois pas. Là. Je suis dans mon auto, dans les lignes en arrière. Fait Donc, que la communication doit être bonne. là, les gars me parlent. Là. Oh, ouais, Daniel. Puis là, je leur pose des questions. Je dis, aujourd'hui, je pense qu'il va arriver ça. Donc, je veux savoir ça. OK? Et je dis à l'autre, je veux savoir ça aussi avant de descendre la piste. Et moi, je sais que mon gars de clutch est super rapide. Même s'il reste 2 paires en avant de moi, il est capable d'enlever du poids sur la clutch, changer le bearing de place. Le bearing, c'est la distance que je vais mettre le canon avant de partir. C'est super important aussi. Donc, l'air dans les pneus, c'est comme on a des chartes au point 1. C'est très, très, très... C'est majeur. Les diamètres des pneus, vous allez voir un peu comme les Formule 1. Là, nous autres, on a des 6-7 paires là, de pneus déjà toutes montées d'avance. Des nœuds, différents diamètres, puis il y en a qui ont plus de run. Puis si tu as plus de run, vous ne pas le caoutchouc est un petit peu plus sec. Donc, si la piste est à 135 degrés, on met des vieux pneus, on ne mettra pas des pneus neufs. Parce que vu qu'elle est super chaude, même s'ils sont secs, ça vient qu'ils vont venir à une bonne... Ils vont coller. Ils vont coller pareil. Ouais, contrairement au monde qui pense, une piste froide est très difficile et ça ne glisse pas. Okay? Donc, ça veut dire qu'on va mettre peu d'air à l'intérieur. Quand tu veux faire glisser plus un pneu, il faut t'enlèves de l'air à l'intérieur. Parce que dites-vous, le pneu est très large. Si tu enlèves de l'air à le pneu, le centre du pneu, il ne touchera pas. Donc, c'est juste comme chaque côté qui va. Plus tu mets de l'air à l'intérieur, plus que ton pneu il va toucher au complet. Donc, c'est toutes des petites techniques. Là. Des Puis petites techniques. les pneus, ils étirent. Ouais. Tu sais, quand tu décolles et qu'on voit les pneus étirer, le contact patch, il doit se réduire. Oui. Fait que Oui. c'est une autre chose à gérer. Oui, exactement. Mais nous autres, quand même, les pneus, il y a quand même les grandeurs, les largeurs, tout ça. À part le diamètre, c'est une règle. Là. Est-ce que, entre compétiteurs, vous êtes absolument obligé pour une run de rouler avec les mêmes pneus ou ça, c'est pas géré? Non, on peut rouler les pneus. Nous autres, l'important, c'est quand on va les acheter, mettons, le mercredi, bien là, on se met en ligne. Le premier qui arrive de bonne heure, il peut choisir dans la vanne ceux qu'il veut. Tu sais. OK. Donc, dépendamment, tu dis, en fait, semaine, il annonce très froid, je veux des pneus très petits. Je vais dire à mon gars, je veux des 113 pouces 75, je veux des... Donc, le gars... T'achètes ça sur place? Oui, on T'étraînes pas? Oui, la vanne est là. Puis tu peux pas les commander d'avance. Il faut que tu choisisses ceux qui sont là. Puis tes mesures dans le troc Ils sont avant marqués dessus. Oh, OK, ils sont Sont déjà marqués, toutes ouais, mesurées. tous les chiffres, et je vais demander c'est quoi, qu'est-ce que tu en stock. C'est un monde pareil, hein? C'est fascinant pour vrai. Hein? On dirait qu'on a accès à de l'information sur de quoi qu'on connaît bien trop peu. Ouais. Mais quand même, il faut dire que j'ai quand même des amis comme crew chief. Là. Rob Wedlin, c'était mon crew chief pendant quelques années avant que moi je tune. Puis Rob, il est super, il demeure à Indianapolis. Il a starté tune Sean Reed, qui est une équipe temps plein. Puis quoi que ce soit, je vais lui demander, il va me répondre.
Une équipe temps plein, ça fait combien de courses? 20, entre 20 et 21, c'est 20 cette année, ouais. Moi, j'en fais 10, 11 environ, plus un show à Napierville, plus quelques match races que je vais faire des fois à quelques endroits. Là. Ça donne un calendrier de quel mois à peu près? On commence la première semaine de mars à Gainesville, en Floride, et je vais finir le week-end du 15 novembre à Pomona, à côté de Los Angeles. Donc, ça veut dire que ta gang de 11 gars, 10 fois par année, on pack les rigs, puis on s'en va quelque part ailleurs aux États-Unis pour faire ça. Ouais. Mais il y a quelques courses qu'on choisit 2 week-ends back-à-back. Quand on va à Bristol, Tennessee, on va s'en aller après ça en Ohio ou Richmond, en Virginie. On va essayer des fois de choisir. Ta gang reste là au lieu de revenir. Oui, on reste des fois 2 week-ends. Là. Puis on essaie d'avoir des mois comme, mettons, juillet, août, là, on ne course pas beaucoup. On reste ici, on va faire un petit show à Napierville avec nos fans, ça. Donc, on répartit ça bien dans l'année. Mais je vous dirais, aussitôt que les gars vont venir de Pomona, la Californie, bien là, ils ont tout leur run de lait, là, parce que tout notre stock, il faut qu'il soit certifié. Donc, nos roues, là, les roues, c'est immense, c'est plus gros que la table. Il faut que tu les envoies chez Beckles. Après ça, tu as l'aileron en arrière. L'aileron en arrière, là, vous dire, c'est quasiment, ça a l'air de rien, mais c'est aussi large quasiment que la pièce ici. Donc, c'est beau. Moi, je reste au Québec. Fais-toi une boîte, puis appelle UPS. Il va dire, je mets pas ça dans mon camion. Donc, les gars, en revenant, ils ont hâte d'arriver à la maison, mais là, ils en ont pour plusieurs jours à aller porter à plusieurs endroits le stock pour faire certifier. Ils vont le venir ici. Certifié quoi? Par rapport au fait qu'il est conforme selon les specs? Qu'il n'y ait pas de crack, il y a des caméras qui vont passer dans les ailerons, tout ça. Donc, des compagnies qui sont foutues à tel endroit. Tous les stocks en Kevlar autour des moteurs, mettons, t'envoies ça à un autre endroit. Donc, je vous dirais, tout le stock, là, je vous dirais, les clutches que je parlais tantôt, là, vont être envoyés pour faire certifier aussi. Là, Pourquoi c'est si réglementé? Ouais. Est-ce que c'est pour pas qu'il y ait de triche ou c'est surtout pour la sécurité? Sécurité seulement. OK. Oui, sécurité seulement. C'est une bonne affaire malgré le casse-tête que ça implique. Je vous dirais, moi, j'ai commencé dans les courses, puis il y a eu des Carlita qui sont décédés, puis tout ça. Puis depuis 2, 3, 4 ans, là, des décès, c'est très, très rare. Là. Je vous dirais, maintenant, là, c'est le fun. Là. Tu passes l'arrivée, là, puis si j'ai perdu connaissance, là, ben, tu as une antenne qui va ouvrir les parachutes toute seule, qui va déconnecter à l'air ma pédale, puis qui va éteindre mes switches. Là, donc, c'est vraiment mon fuel avec. Il y a un système à l'air. Tout se fait tout seul. Si je veux, je pourrais juste le conduire, puis pouf, tout. Puis je le sens souvent. Des fois, j'ai un petit chaud parachute, puis je suis un petit peu en retard, puis il y en a un qui était plus vite que moi, c'est l'antenne. Hein. Tu vois? Wow. Et normalement, on présente le segment Thème de la mécanique par Sogu avant de parler mécanique, mais là, ça fait probablement 45 minutes qu'on parle de mécanique. Alors, merci à Sogu, la Société de gestion des huiles usagées, qui gère le programme de récupération des produits d'entretien mécanique, que ce soit huile, antigel, contenant vide, filtre à l'huile. Dieu sait que vous autres, vous devez passer de tout dedans. C'est important de trouver un point de dépôt hein, si on fait de la mécanique, particulièrement à la maison. C'est important de faire ça propre. Finalement, il y a des points de chute partout à travers la province. Vous allez sur sogu.com, donc SOGHU.com, puis vous allez trouver des points de chute pas loin de chez vous parce que sinon, on ne veut pas faire ça n'importe comment, puis l'environnement, c'est important. Fait que on protège ça. Parlant d'huile, tu sais, si à toutes les runs, tu ouvres le moteur, puis tu sors les pistons, puis enlèves le supercharge, le lubrifiant, comment ça marche? C'est toujours du nouveau? C'est 5 gallons d'huile qu'on met dans notre moteur, pratiquement. 20 litres d'huile. Ouais, c'est 20 litres d'huile. Nous autres, c'est de la foule synthétique de la 70. C'est bon de run. Parce qu'il y a trop de contaminants qui... Exactement. Mais je suis chanceux parce que ma femme, c'est sa job. Donc, elle distribue les huiles. Aussi, à travers faire 140 repas, c'est aussi sa job. Oui, mais ça, c'est la semaine. La fin de semaine avec moi, avec ça. C'est pour ceux qui connaissent Amalie Oil, c'est connu un peu, mais si vous connaissez le stadium Amalie où joue Tampa Bay, l'équipe de hockey. Okay. Donc, le Amalie Oil, c'est fabriqué Amalie à Tampa. Mais ils font pas juste l'huile de course. Hein. Ils peuvent faire de l'huile de camion, ils peuvent faire de l'huile d'auto, pour des autos, tout ça, mais ils font aussi... Ils sont spécialisés là-dedans. Oui, exactement. Mais spécialisé dans toutes les sortes d'huile, mais en accélération, John Force et l'huile d'Amalie. Tous les consommables sont incroyables. Là. On parlait aussi du nombre de carburant que ça prend. Là. Quand tu dis que les pistons, c'est des consommables. Oui, ça commence à être... C'est ça. Hey, parlons de F1, parce qu'on a aussi Bet365 comme partenaire, puis on suit la saison de Formule 1. C'est-tu quelque chose que tu suis, toi, de ton côté? Ah, moi, tout ce qui est un moteur non électrique, je suis ça. Hein? Jusqu'à maintenant, tu trouves la saison comment?
Je te dirais, moi, c'est toujours des bonnes saisons. Des bonnes saisons. Mais je vous dirais, vers la fin, j'essaie de moins l'écouter. J'aime bien écouter Netflix aussi. Drive to Survive. Exactement. Je trouve ça tellement wow. Donc, quand arrive le mois d'octobre, je suis tellement dans l'accélération que là, je vous dirais, si tu me parlerais vraiment des points et autres, là, je suis moins dedans actuellement. Contrairement à Pat, qui lui arrive des États-Unis pour le Grand Prix de F1. Oui, je suis allé voir le Grand Prix de Formule 1 au Texas, sur le circuit des Amériques. J'ai aimé ça. C'est, le Texas, je savais déjà, on a sorti nos bottes de cowboy, nos chapeaux, puis nos manteaux à franges, mon ami. Ouais. Et on est allé manger de la brisket, puis rencontrer. J'ai adoré ça parce que j'ai demandé à l'intelligence artificielle où je devais me positionner. Et Chat m'a dit, va au virage numéro 12 parce que tu es après la deuxième zone de DRS, puis la plupart des dépassements ont lieu là, puis ça n'a pas fait exception. Fait que j'ai dans le virage numéro 12, dans les estrades, à la 16e rangée, juste parfait pour voir ce qui se passe. Puis naturellement, tu penses que le Grand Prix du Texas, c'est dans un champ, ce qui n'est pas faux. Tu es dans le milieu de nulle part, mais la piste a suffisamment de dénivelé parce que quand tu décolles au Grand Prix du Texas, tu dois monter, je ne sais pas combien de mètres, là, mais tu montes. Tu fais une épingle, tu reviens, tu descends, puis tu remontes. Puis... Fait que là où tu es positionné, je devais certainement être en mesure de voir, je vais te dire, 6 ou 7 virages. C'est rare. Des estrades. Fait qu'au lieu de voir un char qui fait ouan, 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 mais tu voyais vraiment tout ce qui s'en venait, puis la manœuvre, puis l'approche, puis le gap du temps sur un tour. Mettons, Leclerc était en feu raide. Quand Leclerc commençait à overtake un gars après l'autre, tu voyais la progression d'un virage, puis il arrivait en avant de nous autres. Un coup à gauche, là, je passe tout de suite après le DRS. Fait qu'on voyait qu'on dirait que tous les efforts qu'il a fait dans le circuit, ça se concrétisait là, tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment trippant. Puis, tu sais, moi, je disais, on était dans les estrades avec, on était 6. Je disais, Leclerc, c'est le chauffeur de la journée. Leclerc, c'est le chauffeur de la journée. C'est exactement ça. Tu sais, il s'est comme vraiment démarqué des autres. Mais c'était vraiment, vraiment le fun. Par contre, très peu sonore. Je suis allé à Monaco cette année, je suis allé à Montréal cette année. On dirait qu'on n'entend pas F1 virer. Monaco, c'est parce que tu as le rocher qui réverbère tout le son. Ça fait une grosse, grosse différence. Ah oui, c'est capoté. On dirait quasiment que la différence est aussi marquante qu'avec les anciennes Formule 1 versus les nouvelles. Mais là-bas, c'est comme les nouvelles versus les très nouvelles, tellement qu'il n'y a pas de son. On dirait des fois, je te dis, on les entend pas arriver. Quand ils passent, t'entends room, c'est tout. Fait que c'était. C'est tellement cool. Moi, je vous écoute parler, puis moi, dans l'accélération, on a tout ça dans le même sport. Je suis au gars de NASCAR, je suis au gars de Formule 1. Faites 2 ou 3 tours, là, vous allez avoir tant de plaisir, puis tout le monde, tu sais, des 200 tours, puis tout ça, puis du son si t'en veux. Regarde, amène-en. Donc, nous autres, on a tout dans le même sport. Donc, sauf la durée. Sauf la durée, ça. Mais la durée, tu sais, ce qu'on aime, c'est souvent le départ, là, en NASCAR ou en Formule 1. Après ça, tu fais quoi? Tu vas chez des hot dogs, tu vas te nourrir, chercher une bière, puis là, tu reviens pour la finale où tu espères qu'il y a un drapeau, tu sais. Ouais, puis tu sais, j'ai aussi trouvé que l'espace dans les estrades était vraiment, vraiment serré. Puis les spectateurs présents ce jour-là avaient une fâcheuse manie qui était à chaque fois qu'on commençait, qu'il y a une Formule 1 qui se pointait dans la zone de DRS au début, qui était, comme on va dire, à mon extrême gauche, tout le monde se levait dans les estrades. Je me dis, Chris, tu vois plus rien. Fait que là, j'ai comme dit à tour de moi, hey les gars, tu vois quand tout le monde reste assis, fait qu'on va tous les voir s'en venir, puis éventuellement, autour du 20e tour, les gens ont arrêté de se lever, là, tu sais. Parce que dès qu'il y en a un qui se lève, là, boum, c'est comme un effet de groupe. Moi, mais tout le monde passe une mauvaise course, là, comme il n'y a pas de place. Puis là, l'autre est plus grand, elle est plus petite, elle ne voit rien. Fait que ça a été ça à gérer, mais sinon, ça dure 2 heures. Puis y aller, ça prend 2 heures dans le trafic. Revenir, ça prend 2 heures dans le trafic. Pire que ça, on a atterri à Dallas pour aller voir les strass de JFK. Fait qu'on a loué un char, fait 3 heures de char pour aller à Austin, coucher à Austin, fêter le soir à Austin, se taper 2 heures de trafic pour aller voir la course, puis se taper 2 heures de trafic, puis revenir le lendemain. Mais c'était cool pareil. Mais là, je vais te dire de quoi. Oui. Puis j'ai rencontré Dan Mercier. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est du dragster. Solide. Les gars, si vous venez, là, vous allez venir sur la ligne. Vous allez être à 2 pieds de moi quand je vais partir. Okay? Là, tu dis pas ça en l'air? Là? Non, moi, je vous le dis. C'est enregistré dans le dossier. J'ai toujours quelques passes supplémentaires, à peu près 4-5, là, que tu as besoin d'avoir toutes les cartes. On va signer ensemble ça. Puis ma femme va te tenir par la main, pas te tomber sur le dos, là, parce que tu vas voir que ça va pousser. Mais je vous invite. Regardez ma cédule bientôt qui va sortir. Ouais. Puis vous avez amené des amis qui sont des passionnés. Là, puis ce qui est le fun, nous autres, quand même, c'est que tu as accès au puits. T'sais, tu vas au Formule 1, tu peux pas aller voir les gars travailler. Tu vas en NASCAR, qui va dans le centre aller voir? T'sais? Nous autres, on a toutes les vannes égales, tout dérangé. Tu te promènes en arrière, tu regardes les gars à quelques pieds de tout défaire, ce qu'on parlait tantôt, tout leur monter, le partir aussi là.
Et justement, ça va arriver de temps en temps. Si vous connaissez des pilotes, vous venez me voir, puis je vous donne un accès pour aller directement sur la ligne de départ qui est à côté. Ça c'est malade. Là, c'est ceux qui je m'excuse, les gars. Vous savez déjà, quelqu'un qui l'a dit, c'était réglé. Oh, mais ouais, vous savez, quand tu y trouves un moyen de se pousser de la maison, il est tout de suite preneur. C'est ça que je fais. Grand Prix du Brésil, Sao Paulo, du 7 au 9 novembre, donc c'est le prochain. Vous téléchargez l'application Bet365, puis vous utilisez le code NATION pour participer, puis il faut avoir 19 ans et plus pour participer. Bon, fait que là, on est rendu pas mal à la fin, finalement. Mais Ouais, moi, mais il y a de quoi qui m'intéresse parce que l'augmentation de la course, je trouve de l'intérêt envers la course est quand même significatif depuis l'ère post-COVID, post-pandémie. Depuis que tu as commencé à y aller. Mais j'ai une question en deux volets. La première, c'est, à part des dragsters, conduis-tu d'autres voitures d'accélération? As-tu d'autres bébelles ou pas? Non, je dirais à part d'avoir des autos exotiques là, que j'aime bien, mais que ça va surtout être les cirés, laisser dans le garage, parce que s'il y a un nuage, ma fille a dit « Papa, tes autos sont allergiques à la pluie. Hein, » parce qu'elle dit « Ah, moi, je les sors jamais s'il y a un nuage. » Je vais même un petit peu de go-kart, tout ça, mais je vous dirais... Puis sur la route, là, je t'en vais avec moi, tu vas dire « Je suis un pépère. » Je suis un pépère. Moi, c'est 100 km/h, 110, les zones. Regarde mes points, j'ai tous mes points. Si je veux m'exciter, je vais sur une piste de course. Je dirais... Mon énergie, je veux dire, de l'adrénaline puis tout ça est vraiment, vraiment... T'es rassasié. Ouais, j'en ai assez quand je sors de là. Puis de toute façon, qu'est-ce qui peut te donner du feeling après avoir roulé 12 000 HP? C'est impossible. C'est s'il n'y a pas une auto que tu vas accélérer puis tu vas faire « wow ». Ouais, mais je suis quand même marié. Là, arrêtez. Pour ceux qui le sont, ça donne un bon feeling. Là. Depuis pas longtemps. Oui, Avec une plus jeune. Non, c'est beau, j'arrête. Mais dis-moi donc aussi, ta saison n'est pas terminée? Oui. Elle est terminée? Non, elle n'est pas terminée. Il m'en reste Comment deux. ça va? Il me reste Las Vegas. Il me reste Pomona. Ça va super bien. Je veux dire, c'est une année... jusqu'à date, je suis le meilleur des part-time. Donc, je pense que je suis 13e. Donc, les 12 en avant de moi, c'est 12 temps plein. Donc, est-ce que je veux les battre? Je peux les battre, mais je dis au niveau des points, je ne pourrais pas monter. Je veux plus être un problème. Là. Je veux dire, ce qui est le fun, c'est un emmerdeur de première. Exactement. En Richemont, j'avais dit à quelqu'un, à Josh Hart, qui est quand même temps plein, puis il n'y a pas une fois qu'il s'est qualifié en avant de moi. Puis j'ai dit, ah, les gars, je vous revois juste, mettons, au mois de septembre. Puis il m'a donné la main, il dit, je suis bien content que tu sois pas là. Je pense que c'est le fun parce que je vous dirais que je peux faire quand même la différence dans qui va gagner ou pas le championnat. Puis c'est ça qui nous fait triper. C'est valorisant. En terminant, je veux qu'on parle un peu de l'aspect business de tout ça parce qu'on a reçu nombre de pilotes qui disaient, on en a parlé un peu tantôt, pas de commanditaire. Toi, t'es rentable dans ton entreprise de course? Oui, moi, chaque année, je dis depuis énormément d'années, je suis rentable. Mais comme je dis, c'est pour ça que on fait attention à nos pièces. Quand on se dit un piston, deux pistons, bien, une compagnie de pistons vont pratiquement nous commanditer. Après ça, je veux dire, on fait attention un peu à tout. Il y a du stock qu'on va vendre à d'autres classes un peu plus petites. Un peu plus inférieures. Un peu plus petites. Il y a quand même des bons prix. Je vous dirais, regardez, quand j'ai gagné la dernière course, c'est 50 000 US la bourse. Donc, je vous dirais, ce week-end-là, il nous coûte pratiquement zéro. Là. Puis, on a quand même des bons petits commanditaires. Là, tantôt, je peux dire ADF Diesel qui me suit depuis pratiquement 30 ans. J'ai Alpha 3, comme je disais, ma femme ne veut pas, elle n'a pas le choix de me commanditer un peu aussi. Donc, l'huile ne me coûte pas grand-chose. Donc, avec tout ça, on travaille fort avec des plans de commandite, tout ça. J'ai pas de commanditaire majeur. J'aimerais ça un jour qu'on ait la notoriété que je dise hey, regarde, elle est belle. Vous avez remarqué qu'elle est rose, hein? Pour le mois d'octobre. Mais c'est ça, mettons. Donc, il y a Plateau, là, que je trouve vraiment cool. Là, David, ils sont venus nous voir à la shop et tout ça. Donc, je pense qu'ils sont en train de bien se développer comme entreprise. Puis je pense qu'ils vont nous avoir à l'œil si on continue. Parce que je pense que si eux autres, un jour, vont aller aux États-Unis, ben, on est le bon véhicule pour eux autres. Donc, je vous dirais, tout ça ensemble, je vous dirais, on est la seule équipe professionnelle qui couche 100% dans les puits. OK? Et les gars sont bien installés, là. Donc, moi, j'ai... Personne dort à l'hôtel. Il n'y a personne qui dort à l'hôtel. On est tous à l'air tous des Québécois à coucher dans les pits. On est 11 qui couchent dans les... Donc, on est 11 à nourrir le matin, 11 à coucher sur le site. Puis, je vous dirais, là, aussi, le voyagement, les gars s'organisent bien, tout ça. Donc, j'ai mon adjoint qui check tous les billets d'avion, les meilleurs prix, tout ça. Je vous disais, les autres équipes, là, ils mettent ça dans le budget. Ils regardent moins de dépenses. Hein, regarde, ça mange tout au resto. Puis, c'est des hôtels à 200-300 pièces US par soir. Donc, additionne par gars. C'est ça, parce que... Puis, les gars ne couchent pas ensemble, les autres équipes, là, tu sais, puis sont plus que nous autres. Donc, quoi, vous autres, vos gars couchent ensemble? Oui, ça aide pour l'esprit d'équipe, Richard.
Il y a une On meilleure est- compréhension du travail de l'autre après. Hein? Oui, c'est ça. Donc, ça fait quand même, tout ça fait une très bonne différence. Puis, Ouais. c'est sûr, mon équipe me trouve un peu lean. On va dire qu'on allait un de plus dans l'équipe. Comme je disais tantôt, s'il y a un risque quelconque, c'est des choses qu'on va regarder. Mais regarde, s'il y en a des fois qui veulent m'écrire sur Merci Racing Inc. là, sur Facebook ou autre, ben on. Quel genre de candidat tu recherches? Quelqu'un de polyvalent, assurément? Premièrement, excellente attitude. Ça, c'est le, Oh, le Pat, plus important. t'es exclu, Pat. Docteur Donc, Bonheur. attitude, 1, 2, qu'il y ait des bases un peu mécaniques, que la personne soit en shape. 3, il faut qu'on parle de famille. Parce que vous comprenez, je ne peux pas dire Ah, j'ai un baptême, j'ai ci, j'ai ça. Moi, je peux pas appeler un HRA et dire mon gars de clutch, là, il peut pas être là. Pouvez-vous remettre la course? Ils vont me dire non. Donc, il y a la disponibilité qui est bien importante. Donc, normalement, il rentre tout chez nous, pas de blonde, mais il finit le jour qu'une blonde. Mais c'est sûr que. Des fois, c'est le contraire. Hein? C'est ça, exactement. Donc, je dirais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mais l'attitude, je vous dis, si quelqu'un a une bonne attitude, autant au travail, autant. C'est quelqu'un qui veut apprendre, c'est quelqu'un qui, s'il a fait une petite erreur, tout ça, on va le rencontrer, on va dire, hey, comment qu'on peut régler ça ensemble, pas que ça arrête, pas que ça arrive, plutôt qu'il dire, ouais, pas fort, hein, ce qui est Non, arrivé c'est là, ça. là. Donc, il y a deux façons de le dire. Le On travaille message, en mode c'est solution pareil. plus qu'en mode répression. Y a-tu des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, peu importe, qu'on peut suivre? Hein? Je suis beaucoup Facebook. Beaucoup Facebook. Merci Racing Inc. C'est beaucoup là-dessus que ça se passe. Donc, je pense que la notoriété qu'on a, le nombre de followers, on est ensuite à 9000. Donc, c'est ça aussi, je pense que peu les commanditaires regardent ça éventuellement. Puis, il y a un petit peu de TikTok aussi, tu sais. Donc, j'aimerais, il y en a bien qui me chicanent des jeunes que je suis pas sur Instagram, là, mais je commence à connaître ça, là, tu sais. J'ai quasiment de connaître l'ère des ordinateurs, moi, là. En tout cas, tu connais l'air de la course, ça, c'est sûr. Dan, merci pour ta visite. C'était bien cool de te rencontrer. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup à vous. En tout cas, je suis bien content d'avoir jasé avec vous autres. Puis surtout, c'est bon pour le sport, c'est bon. Puis, Ah oui. comme vous disiez tantôt, là, on dirait qu'il y a un regain là, dans le motorsport, là, comme j'ai jamais vu. Là. Tant mieux. Tu fais partie de ça, d'ailleurs. Merci encore. Bienvenue. Trace de break vous est présenté par Nokian Tires.